Je m'appelle Serena Brown, et j'ai 28 ans. Le jour où mes parents ont lu mon faire-part de mariage, mon père m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit, nous n'allons pas te regarder gâcher ta vie, avec un moins que rien qui traîne un tel passé. Ma mère a ricané. Sa mère était une ivrogne, qu'il a abandonnée dans une gare routière, quand il avait 8 ans. Quel genre d'homme sans valeur cela fait-il de lui? Tu vaux mieux que cette ordure. Ils ont renvoyé l'invitation, avec un seul mot, non. Ils ont aussi dit à mon frère et à ma sœur, de boycotter l'événement. Le 28 mars 2026, j'ai remonté l'allée de l'église Sainte-Catherine, complètement seul. Pas de père, pas de mère, juste 200 invités, qui dévisageaient une mariée sans famille. À mi-chemin, la porte du fond a grincé, en s'ouvrant. Une femme, vêtue d'une robe bleue, est entrée. Nathan, l'homme que mes parents qualifiaient de marchandise avariée, a levé les yeux, et s'est effondré à genoux. Mes parents pensaient savoir exactement, qui ils étaient en train de rejeter. Ils avaient tort. Et la personne qui a franchi cette porte, l'instant d'après, allait faire exploser leur boycott en plein visage, et transformer mon mariage, en un événement que le monde entier n'oublierait jamais. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, si cette histoire vous touche déjà de près, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été rejeté par votre propre famille, lors de l'un des jours les plus importants de votre vie? Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, en ce moment même. Laissez-moi vous ramener à la mi-février, quand les cartes de réponse ont commencé à arriver, et que ma famille a rendu son choix, clair comme de l'eau de roche. Les cartes de réponse ont commencé à arriver, à la mi-février. La plupart revenaient avec de joyeuses coches, sous la mention « Accepte avec plaisir ». Kelly, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur, a renvoyé la sienne, avec un dessin de coupe de champagne, et les mots « J'ai trop hâte », écrits en majuscules. Les collègues du syndicat de Nathan, les gars avec qui il travaillait depuis 10 ans, pour installer des réseaux électriques à Boston, ont renvoyé les leurs rapidement. Absolument tous avaient coché « Oui ». Puis, les cartes de ma famille sont arrivées. Le 12 février. Je m'en souviens, car c'était un mardi, et j'avais pris mon après-midi, spécifiquement pour trier les réponses avec Nathan. Nous étions assis à la table de sa cuisine, cette table bon marché de chez IKEA, qu'il avait achetée quand il a eu son premier appartement, avec un tableau de bord ouvert sur mon ordinateur portable. Vert pour oui, rouge pour non, jaune pour en attente. J'ai ouvert la première enveloppe, reconnaissant l'écriture de ma mère, Caroline Brown, Raymond Brown. Je savais déjà ce qu'elle dirait, mais une part de moi espérait que je me trompais. Dans la case « Décline avec regret », ma mère avait mis une croix. Aucun mot, aucune explication. Juste cette petite croix, et sa signature. La deuxième enveloppe, Mitchell et Diane Brown, mon frère, non plus. La troisième, Audrey Brown et son accompagnant. Ma sœur, non. 3 cases rouges, sur mon tableau de bord. 3 membres de ma famille proche. 0 explication. Nathan a vu mon visage. Bébé. Je ne pouvais pas parler. J'ai simplement tourné l'ordinateur portable, pour qu'il puisse voir. 3 cases rouges, dans un océan de vert. Toute la section réservée à ma famille, était vide. Il a tendu le bras à travers la table, et a pris ma main. Il n'a rien dit. Il l'a juste tenu, pendant que je fixais ces cartes, cette écriture cursive parfaite de ma mère, épelant nos noms, et ces cases, cochées avec une telle certitude. Mon téléphone a sonné, 20 minutes plus tard. Maman. J'aurais dû laisser sonner, et tomber sur la messagerie. Je ne l'ai pas fait. Bonjour, Serena. Nous avons reçu ton invitation. La voix de ma mère était tendue. C'était la voix qu'elle utilisait, quand elle essayait de paraître raisonnable, tout en annonçant quelque chose de déraisonnable. J'ai gardé une voix neutre. Nous ne viendrons pas. Nous ne pouvons pas soutenir ça. Soutenir quoi? Mon mariage? J'ai entendu un mouvement, un clic. Puis, la voix de mon père s'est jointe à la conversation. Cette résonance creuse, qui signifiait qu'ils avaient mis le haut-parleur. Ils avaient planifié cela. Un front uni. Ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi nous parlons, a dit ma mère. Cet homme est un déchet, Serena. Sa mère était une ivrogne, qu'il a abandonnée dans une gare routière, comme on jette une poubelle. Quel genre d'homme sans valeur, peut bien sortir de là?
Ces mots m'ont frappé, comme un coup physique. Déchets, poubelle, sans valeur. C'étaient des mots que ma mère utilisait pour de vraies ordures, pour des choses qu'elle jetait, pas pour des personnes. Et jamais, pour les personnes que j'aimais. Nathan est une bonne personne, ai-je dit, la voix tremblante. Il travaille dur, il. Mon père m'a coupé. C'est un électricien, avec un boulot sans avenir, et des antécédents familiaux d'abandon. Tu crois que ça ne laisse pas de traces? Tu crois qu'il n'est pas une marchandise avariée? Marchandise avariée? Comme une boîte de conserve cabossée, au supermarché? Nous n'avons pas travaillé si dur, pour te regarder gâcher ta vie, avec un moins que rien, a continué ma mère. Tu vaux mieux que cette ordure. Serena, tu es en train de traiter l'homme que j'aime, d'ordure. Je me suis levé, j'avais besoin de bouger. Nathan me regardait, l'inquiétude se lisant sur tout son visage. Si le soulier lui va, a dit mon père. Sa mère l'a quitté. Cela te dit tout ce que tu dois savoir, sur le genre d'élevage dont il est issu. Élevage. Comme s'il s'agissait de bétail qu'on évaluait. Nous te renvoyons l'invitation, a dit ma mère, la voix maintenant glaciale. Toute prétention de douceur avait disparu. Et nous disons à Mitchell et Audrey, de ne pas y aller non plus. Nous ne participerons pas à cette erreur. Quelque chose s'est brisé en moi. Et si j'annule tout? Est-ce que ça vous rendrait heureux? Un silence. Assez long, pour que je pense qu'il pourrait reconsidérer la chose. Assez long, pour que l'espoir vacille. Puis, ma mère. Oui. Ça nous rendrait heureux. J'ai raccroché. Nathan était maintenant debout, les bras ouverts. Je m'y suis blotti, et je suis resté là, à respirer, en essayant de ne pas pleurer. L'appel avait duré 14 minutes. 14 minutes, pour que mes parents détruisent le moindre fantasme que j'avais, qu'ils puissent voir ce que je voyais en lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? A demandé doucement Nathan. Je me suis reculé, et je l'ai regardé. Cet homme, qui avait survécu à un abandon à 8 ans, qui s'était payé une école de métier manuel, qui avait construit une vie à partir de rien, qui se présentait au travail tous les jours, qui était gentil avec les serveurs, qui se souvenait de ma commande de café préférée. Et qui appelait sa grand-mère chaque dimanche, jusqu'à sa mort. Ils t'ont traité de déchet, ai-je dit. Ils ont dit que tu étais une marchandise avariée, que le fait que ta mère t'ait quitté, te rendait sans valeur, que tu étais une voie sans issue. Son visage a exprimé quelque chose de complexe. De la douleur. Puis, un masque s'est mis en place. Cette neutralité prudente qu'il arborait, quand quelque chose faisait trop mal pour le montrer. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Je leur ai dit que je t'aimais. C'est tout ce qui compte, alors. Je voulais que ce soit vrai. Mon Dieu, je voulais que ce soit vrai. Mais ce sont mes parents, ai-je dit, détestant la façon dont ma voix se brisait. Je voulais qu'ils voient ce que je vois. Nathan a pris mon visage, entre ses mains. Ils ne le peuvent pas. Certaines personnes sont trop petites, pour voir au-delà de leur propre peur. Il a fait une pause. Est-ce que tu veux annuler le mariage? Absolument pas, les mots sont sortis vite. Féroce. Je t'épouse, avec ou sans eux. Il a embrassé mon front. Alors, on se marie. J'ai besoin que vous compreniez, qui est vraiment Nathan. Parce que mes parents, n'ont pas pris la peine de le découvrir. Nathan Hartley, 32 ans, né le 14 février 1994. Un bébé de la Saint-Valentin. Bien qu'il n'y ait eu rien de romantique, dans son enfance. Sa mère, Johanna, avait 18 ans quand elle l'a eu. Tout juste sortie du lycée, elle travaillait dans une supérette, et elle buvait déjà plus qu'elle n'aurait dû. Nathan ne se souvient pas de grand-chose, avant l'âge de 5 ans. Ce dont il se souvient, lui revient par fragments. Beaucoup de déménagements. 6 appartements différents, avant ses 8 ans. Les petits amis de sa mère. Des hommes dont il ne se rappelle pas les noms, mais dont il se souvient des voix. Fortes, en colère, parfois gentilles, mais jamais pour longtemps. L'odeur des cigarettes, et de la bière bon marché. Les matins, où il trouvait sa mère évanouie sur le canapé, et où il se préparait des céréales, parce qu'il avait faim, et qu'elle ne se réveillait pas. Il m'a raconté tout cela, lors de notre 3e rendez-vous. Nous étions dans un dîner, un de ces endroits ouverts 24 heures sur 24,
avec des banquettes en vinyle rouge, et un café qui a le goût de reposer là depuis la veille. Il était 2 heures du matin. Nous étions allés voir un film, puis nous avions continué à parler. Nous ne voulions pas que la nuit se termine. Ma mère a essayé, a dit Nathan, en remuant le sucre dans son café. Je me souviens qu'elle avait de bonnes semaines. Elle était sobre pendant un moment, elle faisait des pancakes le samedi matin, avec des pépites de chocolat. Elle me tressait les cheveux. Je les portais plus longs. Quand j'étais petit, on regardait des dessins animés. Elle m'appelait son petit bonhomme. Il a souri au souvenir, mais c'était triste. Puis, elle disparaissait pendant des jours. J'allais vivre chez ma grand-mère, Dorothy, la mère de ma mère. Et puis, ma mère revenait. Elle promettait que cette fois-ci, ce serait différent. Elle me ramenait à la maison. Et le cycle recommençait. Combien de temps cela a-t-il duré? Jusqu'à mes 8 ans. Il m'a parlé du 23 août 2002. Un mardi. Sa mère l'a emmené, à la gare routière de Worcester Ground. Elle lui a acheté une barre Snickers, format géant. Il se souvient de ce détail, avec une clarté absolue. Elle l'a fait asseoir sur les sièges en plastique bleu, à la porte 6. 14h15, attends ici, lui a-t-elle dit. Je reviens tout de suite. Elle s'est dirigée vers les toilettes. Nathan est resté assis là, à manger son Snickers, à regarder les gens aller et venir, les bus entrer et sortir. Les annonces crépitaient sur le système de haut-parleurs. Après 41 minutes, il les avait comptées, il a commencé à s'inquiéter. Il a demandé à l'employée, une femme nommée Brenda, qui avait des yeux gentils et un visage fatigué, si elle pouvait vérifier les toilettes. Peut-être que sa mère était malade. Brenda a trouvé un mot, glissé dans la poche de la veste de Nathan. Une serviette en papier de chez Dunkin' Donuts, avec l'écriture de sa mère. Je ne peux pas être la maman dont tu as besoin. Mamie va s'occuper de toi. Je suis désolé. C'était tout. Pas d'au revoir. Pas d'explication. Juste une serviette en papier, et la promesse vide qu'elle reviendrait tout de suite. Dorothy est venue le chercher, 3 heures plus tard. Elle avait 61 ans, travaillait de nuit comme agente d'entretien dans un hôpital, et nettoyait des maisons pendant la journée. Elle aurait dû penser à la retraite. Au lieu de cela, elle est devenue une mère à plein temps, pour un garçon de 8 ans, qui venait d'être abandonné dans une gare routière. Grand-mère n'a jamais dit un mot méchant, à propos de ma mère, m'a dit Nathan. Pas une seule fois. Elle m'a juste dit, tu restes avec moi, maintenant. Pour de bon. Et c'est ce que j'ai fait. Dorothy l'a élevé dans un appartement de 2 chambres, à Worcester. Petit, propre, sûr. Elle s'assurait qu'il fasse ses devoirs, s'assurait qu'il ait des repas chauds, s'assurait qu'il comprenne, que les choix de sa mère n'étaient pas de sa faute. Nathan a terminé le lycée avec une moyenne de 3,6. Il aurait pu aller à l'université, s'il y avait eu de l'argent, mais ce n'était pas le cas. Dorothy avait économisé ce qu'elle pouvait, mais ce n'était pas suffisant pour l'université. Alors, Nathan a choisi une école professionnelle, un programme de 2 ans en électricité. Je suis doué de mes mains, a-t-il dit. Je l'ai toujours été. Et les électriciens gagnent bien leur vie. C'est un travail stable. Il a obtenu son diplôme en 2014, a décroché sa licence, et a commencé à travailler sous la direction de Dal Henderson, un maître électricien, qui a tout appris à Nathan sur le métier. Comment câbler une maison, comment lire des plans, comment arriver à l'heure, et bien faire le travail. 10 ans plus tard, Nathan gagne 68 000 € par an. Il possède ses propres outils, 4 800 € d'équipement, qu'il a accumulé sur une décennie. Il possède son camion, un Ford F-150 de 2007, entièrement payé. Il a des économies, pas énormément, mais 7 200 € qu'il a mis de côté en 18 mois, spécifiquement pour notre mariage. Il est bénévole dans un centre pour jeunes le week-end, et enseigne les bases de la sécurité électrique aux enfants. Il donne de bons pourboires. Il se souvient des anniversaires. Il a appelé sa grand-mère chaque dimanche, sans faute, jusqu'à ce qu'elle meure en septembre 2020. La mort de Dorothy a brisé quelque chose en Nathan. Elle avait été son point de repère constant, la personne qui s'était présentée quand tous les autres partaient. Insuffisance cardiaque, à 79 ans. Elle s'est endormie un soir, et ne s'est pas réveillée.
Nous nous sommes rencontrés 3 ans plus tard, à l'été 2023. Dans la même salle de sport, tous les deux déshabitués. Je l'avais déjà remarqué. Calme, il est resté dans son coin, toujours poli avec le personnel. Un jour, mon casier s'est bloqué. Nathan m'a aidé à le réparer, avec un morceau de fil de fer de son sac de sport. Je suis électricien, a-t-il expliqué en souriant. Nous avons pris un café, après notre entraînement. Puis, le café est devenu régulier. Puis, le café est devenu un dîner. Puis, le dîner est devenu tout le reste. Au bout de 6 mois, je savais que je l'épouserais. Au bout de 18 mois, je l'ai annoncé à mes parents. C'est là que tout s'est effondré. Si vous écoutez cela, et que vous pensez à passer à la suite, ne le faites pas. Car ce qui s'est passé ensuite, c'est la raison pour laquelle cette histoire est importante. Appuyez sur le bouton j'aime, en passant. Vous allez vouloir vous souvenir, de l'endroit où vous avez entendu ça. Février à mars a été une étrange sorte d'enfer. Planifier un mariage, tout en sachant que sa famille n'y assistera pas, cocher des tâches, qui soudainement, sonnent creux. Réserver l'église. Cocher. Sainte-Catherine. Une magnifique vieille église catholique à Boston, avec des vitraux, et des bancs en bois, qui sentent l'encaustique et des décennies de prière. Réserver la salle de réception. Cocher. Union Hall, à 3 pâtés de maison de l'église. Les collègues du syndicat de Nathan nous l'ont proposé à prix coûtant 850 € au lieu des 3000 habituels. Commander le gâteau. Cocher. 3 étages, vanille avec un fourrage aux framboises, 485 €. Choisir la robe. Cocher. Maggie Sotro, dentelle ivoire, 1850 €. J'ai pleuré dans la cabine d'essayage, non pas parce que la robe était belle, mais parce que ma mère n'était pas là pour la voir. Chaque décision s'accompagnait d'un astérisque. Chaque acompte versé ressemblait à un acte de défi. La liste des invités a été la pire partie. J'avais envoyé 68 invitations au total. Début mars, nous avions 200 invités confirmés. Mais le calcul était cruel. De mon côté, 24 personnes. Kelly, ma demoiselle d'honneur. 4 demoiselles d'honneur, des amies d'université, qui me connaissaient depuis assez longtemps, pour ignorer le boycott de mes parents. Ma cousine Lily, 16 ans, qui avait bravé l'interdit de ses parents, pour venir. Tante Bette, la sœur de ma mère, qui m'avait appelé en pleurs pour me dire qu'elle viendrait, peu importe ce que dirait Caroline. Une poignée de collègues de l'hôpital pour anciens combattants, où je travaille comme ergothérapeute. 24 personnes. Du côté de Nathan, 176 personnes. Ses collègues du syndicat, et leurs familles. Dal Henderson, l'électricien qui l'avait formé. Connor Walsh, son témoin, des amis de l'école professionnelle, des voisins, les enfants du centre pour jeunes, et leurs parents. 176 personnes, qui ne m'avaient jamais rencontré, mais qui venaient parce que Nathan le leur avait demandé. Le contraste visuel allait être brutal. Le côté de la mariée, presque vide. Le côté du marié, bondé. Julia Montgomery, notre organisatrice de mariage, a suggéré de retirer les panneaux réservés à la famille de mon côté. Serena, a-t-elle dit doucement, ce serait peut-être plus facile, si on n'attirait tout simplement pas l'attention là-dessus. Nous étions assises dans son bureau, à regarder le plan de table. 3 sièges au premier rang, du côté de la mariée, marqué « Famille réservée », dans une écriture élégante. Laisse-les, ai-je dit. Ma chérie, laisse-les. Je veux que ces sièges soient là. Réservés, juste au cas où ils changeraient d'avis. Julia m'a regardé, avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. En 15 ans d'organisation de mariage, je n'ai jamais vu une famille changer d'avis, si près de la date. Alors, je serai la première. Je savais que je ne le serais pas, mais je ne pouvais pas me résoudre à retirer ces sièges. Une part de moi, stupidement pleine d'espoir, avait besoin qu'ils soient là. Avait besoin que mes parents aient le choix, même s'ils ne le saisiraient jamais. Le 10 mars. Dernier essayage de la robe. La couturière, une femme ukrainienne nommée Olga, avec une efficacité pragmatique et des mains chaleureuses, a dû reprendre la robe de 5 cm, au niveau de la taille. Tu perds du poids, a-t-elle demandé, des épingles dans la bouche. Tu as besoin de manger, ma chérie. Une mariée doit rayonner,
pas s'effacer. J'avais perdu 4 kilos en 6 semaines. Le poids du stress. Je n'arrivais rien à avaler, la plupart du temps. Le mariage était dans 18 jours, et je me vidais de ma substance. Kelly était là, pour l'essayage. Elle m'a regardé dans cette robe, magnifique, chère, parfaitement retouchée, et elle m'a prise à part, après qu'Olga a eu terminé. Ça va? Vraiment? Je vais épouser l'amour de ma vie. Je vais bien. Tu ne vas pas bien, mais ça ira. Elle avait raison. Je n'allais pas bien, mais ça allait s'arranger. Ce soir-là, Nathan m'a tendu une petite boîte en velours. Pas de panique, a-t-il dit en riant. Ce n'est pas une autre bague. À l'intérieur, il y avait des perles. Un simple collier, clairement vintage, le genre de bijoux qui porte une histoire. Ce sont celles de grand-mère Dorothy, a dit doucement Nathan. Elle les a portées, à ma remise de diplôme. Pour chaque événement important. Je veux que tu les portes. Elle t'aurait adoré. Elle aurait voulu être là. Je les ai mises. Elles m'allaient parfaitement, et j'ai senti leur poids froid, contre ma clavicule. Merci, ai-je réussi à articuler. Tu vas remonter cette allée, a dit Nathan, et tu vas être la chose la plus belle, que quiconque ait jamais vue. Avec ou sans ta famille. Le 27 mars, la nuit avant le mariage. La tradition voulait que Nathan et moi, dormions séparément. Je suis resté dans l'appartement de Kelly, et Nathan est resté chez lui. Je n'arrivais pas à dormir. À 1h18 du matin, je l'ai appelé. Et, a-t-il répondu immédiatement, la voix rauque, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Et si je remonte cette allée, que je commence à pleurer, et que je n'arrive plus à m'arrêter? Alors, je remonterai l'allée, et je viendrai à ta rencontre, à mi-chemin, ils ne viendront vraiment pas, je sais, bébé. Je sais. Je ne veux pas les détester. Tu n'as pas à le faire. Tu dois juste m'aimer plus, que tu ne détestes ce qu'ils ont fait. Un long silence. Juste notre respiration. Séparés par des kilomètres, mais connectés par ce fin fil sonore. Je t'aime, ai-je finalement dit. Alors c'est suffisant. Essaie de dormir. Demain, j'ai la chance de t'épouser. Rien d'autre ne compte. Nous sommes restés au téléphone, jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Sa respiration fut la dernière chose que j'ai entendue. Pendant que j'essayais de planifier un mariage sans ma famille, quelqu'un d'autre prévoyait d'y assister. Johanna Hartley, 51 ans. La mère de Nathan. La femme qu'il avait abandonnée dans une gare routière, il y a 23 ans, 7 mois, et 5 jours. Elle vivait à Providence, dans le Rhode Island, à 80 km de Boston. 1h18 de voiture, selon la circulation. Johanna travaillait comme conseillère en toxicomanie, chez New Horizon Recovery Service. Elle était sobre depuis 23 ans, 4 mois, et 11 jours, en date du 28 mars 2026. 23 années de réunion des alcooliques anonymes, plus de 6000 en tout. 23 années à garder une médaille de sobriété en bronze, dans sa poche. 23 années de relations avec des parrains, à faire amende honorable, et à apprendre à vivre avec ce qu'elle avait fait. Elle était mariée à Tim Russo, depuis 11 ans. Tim était un entrepreneur en bâtiment, solide, gentil, et patient avec la culpabilité de Johanna. Il n'avait pas d'enfant. Johanna avait eu trop peur de prendre le risque. Peur de répéter ses erreurs, peur de transmettre quelle que soit cette faille, qui l'avait poussée à abandonner son fils, dans une gare routière. Lorsque Dorothy est morte en septembre 2020, Johanna a vu la nécrologie en ligne. C'est à ce moment-là qu'elle a appris que la grand-mère de Nathan n'était plus là. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que l'ordonnance d'éloignement, que Dorothy avait déposée contre elle 20 ans plus tôt, n'avait plus de sens. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à chercher. Il lui a fallu 3 semaines, pour le trouver. Nathan Hartley, électricien, région de Boston. Elle a créé un faux compte Facebook, sous le nom de Janet Hughes, une femme d'âge moyen générique avec une photo libre de droit, et l'a suivie de loin. Elle l'a regardé vivre sa vie, à travers des mises à jour de statut de 280 caractères, et des photos occasionnelles. Elle l'a regardé travailler. Elle l'a regardé aller à la salle de sport. Elle l'a regardé faire du bénévolat. Elle l'a regardé rencontrer quelqu'un, une femme nommée Serena, jolie, avec un regard doux.
Johanna a sauvegardé chaque photo, 83 au total, dans un dossier sur son ordinateur, sobrement intitulé « N ». Le 15 janvier 2025. Nathan a posté une photo, de lui et Serena, la main tendue, une bague en diamant accrochant la lumière. Elle a dit oui. Johanna a fixé cette photo, pendant 1 heure. Son fils allait se marier. Elle n'y serait pas. C'était le marché qu'elle avait passé avec l'univers. Le prix de l'abandon. Vous partez, vous perdez le droit d'être témoin. Mais elle a continué à regarder. Elle a regardé les publications sur l'organisation du mariage, la réservation de la salle, la dégustation du gâteau, l'achat du costume. Elle a tout regardé, depuis l'écran de son ordinateur. À 80 km de là, invisible. Puis, le 2 mars 2026, Serena a posté quelque chose. Une simple légende, sous une photo d'elle et Nathan. Tellement hâte d'être au 28 mars. Je suis si reconnaissante envers tous ceux qui nous soutiennent. Les commentaires ont afflué. Félicitations, trop contente, j'ai tellement hâte. Mais Johanna a remarqué ce qui manquait. Aucun commentaire de quiconque, portant le nom de famille de Serena. Aucun membre de sa famille. Juste des amis, et ce qui semblait être la communauté de Nathan. Elle a creusé davantage, et a trouvé un fil de discussion, sur la publication d'un des collègues de Nathan. Quelqu'un avait écrit « Je n'arrive pas à croire que sa famille ne vient pas. C'est leur perte. » Un autre commentaire, la mariée, remontait l'allée toute seule. C'est dur. La poitrine de Johanna s'est serrée. La famille de la mariée ne serait pas présente. Serena allait remonter l'allée, seule. Tout comme Johanna avait laissé Nathan, seul, à cette gare routière. Un abandon parallèle. Des circonstances différentes, mais la même blessure. Johanna a appelé sa thérapeute, le docteur Lisa Vance, le lendemain. Je veux aller à ce mariage. Johanna. Je sais. Je sais que c'est insensé. Je sais qu'il ne veut pas de moi là-bas. Je sais que je n'en ai pas le droit. Mais je ne peux pas, sa voix s'est brisée. Je ne peux pas le laisser se tenir là, tout seul. Pas encore une fois. Vous ne gâcherez rien pour lui. Vous allez le gâcher pour vous-même. Il ne voudra peut-être pas de vous, là-bas. Je sais qu'il pourrait être en colère. Je sais que cela pourrait compromettre ma guérison. Je sais. 12 séances de thérapie, 12 heures d'analyse, d'examen de ses motivations, de préparation au rejet, d'acceptation que se présenter n'équivalait pas à obtenir le pardon. Le 20 mars, Johanna a réservé une chambre d'hôtel à Boston. Le Boston Harbor Hotel. 340 € la nuit, pour 2 nuits. Une folie pour son budget, mais c'était symbolique. Elle allait faire les choses bien. Elle a acheté une robe, bleue, modeste, rien qui n'attirait l'attention. Elle s'assierait au fond, regarderait de loin, et partirait avant la réception. Juste être témoin. Juste être présente, pour le moment qu'elle lui avait volé, il y a 23 ans. Tim a essayé de l'en dissuader. Et s'il te voit, a-t-il demandé. Alors, il me voit. Et s'il te demande de partir? Alors, je partirai. Et si ça te détruit? Je suis déjà détruite. Je suis détruite depuis le 23 août 2002. C'est juste. C'est juste moi, essayant d'être témoin de ce à quoi j'aurais dû assister depuis le début. Le 27 mars, Johanna a conduit jusqu'à Boston, s'est enregistrée à l'hôtel, a accroché sa robe bleue dans le placard, s'est assise sur le lit, et l'a fixée. Qu'était-elle en train de faire? Le 28 mars au matin. Johanna s'est réveillée à 6 heures, nauséeuse de nervosité. Impossible de prendre un petit déjeuner. Elle a marché dans le Boston Common, pour tuer le temps, regardant les familles, pensant à Nathan à 8 ans, attendant dans cette gare routière, aujourd'hui âgé de 32 ans, sur le point de se marier. Toute une vie qu'elle avait ratée. 12h30. Elle est retournée à l'hôtel, a mis la robe bleue, s'est regardée dans le miroir, et a à peine reconnu la femme qui la dévisageait. 13h15, elle est montée dans sa voiture. Le mariage commençait à 14h. Elle arriverait en retard, se glisserait au fond, invisible. Laissez-moi juste le voir heureux, pensa-t-elle. Et ensuite, je disparaîtrai. C'est tout ce que je mérite. Le 28 mars 2026. Le jour de mon mariage.
Je me suis réveillé dans l'appartement de Kelly, à 7 heures du matin. Je n'avais pas bien dormi, malgré la voix de Nathan dans mon oreille. J'avais l'estomac noué. La suite nuptiale de l'hôtel Sheraton Boston était réservée pour 9 heures. Coiffure et maquillage, à 10 heures. Le photographe, à midi. Départ pour l'église, à 13h30. À 9h15, la suite était pleine. Kelly, 4 demoiselles d'honneur, Jenna, Rachel, Paige, Morgan, et la cousine Lily, 16 ans et les yeux écarquillés, qui prenait des photos de tout avec son téléphone. 6 femmes, des mimosas, des pâtisseries, de la musique en fond sonore, et le chaos organisé des préparatifs. Qu'est-ce qui manquait? Ma mère. Dans tous les mariages auxquels j'avais assisté, la mère de la mariée était là, aidant pour la robe, pleurant de joie, s'affairant sur les détails, prenant des photos. Ma mère était à 80 km de là, à Springfield, dans le Massachusetts, probablement en train de boire un café, et probablement sans même penser à moi. Kim, la maquilleuse, était bavarde, amicale, et ne connaissait pas le contexte. Alors, où est ta maman? A-t-elle demandé, en estompant mon fond de teint. D'habitude, les mamans tournent autour. La pièce est devenue silencieuse. Kelly est intervenue. Elle n'a pas pu venir. Oh, c'est dommage. Un problème médical? Quelque chose comme ça, ai-je dit d'une voix neutre. Kim a continué à parler, sans se rendre compte de rien, des autres mariages qu'elle avait faits, des autres mères avec qui elle avait travaillé. Chaque mot était un petit coup de couteau. 11h30, c'était l'heure de la robe. Normalement, la mère de la mariée aide pour cette partie. 38 boutons dans le dos. De minuscules choses recouvertes de satin, qui nécessitent un crochet à boutons et de la patience. C'est Kelly qui s'en est chargée. 8 minutes d'attache minutieuse, pendant que je restais là, à fixer mon reflet. J'étais magnifique. La robe était parfaite. Les perles de Dorothy brillaient sur ma peau. Je ressemblais à une mariée sans famille. Lily s'est approchée derrière moi, la voix douce. Tu ressembles à une princesse. J'ai essayé de sourire. Merci, ma chérie. Je suis désolé pour tante Caroline, a-t-elle murmuré. Elle est vraiment stupide. J'ai ri. Mon premier vrai rire de la matinée. Oui, elle l'est vraiment. 11h47, mon téléphone a vibré. Un SMS. Audrey, ma sœur. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là. Mitchell et moi voulions venir, mais maman et papa ont dit que ce serait déloyal. J'espère que tu comprends. J'espère que tu es heureuse. Tu es magnifique. J'ai vu la story Instagram de Kelly. J'aimerais que les choses soient différentes. Je l'ai lu à voix haute. La pièce est à nouveau devenue silencieuse. Jenna, l'une de mes demoiselles d'honneur, a parlé en premier. C'est n'importe quoi. C'est une adulte. Elle a choisi. Elle les a choisis, ai-je dit calmement. Moi, j'ai choisi Nathan. Nous avons toutes les deux fait des choix. Kelly m'a regardé. Est-ce que tu veux répondre? Non. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? 12h30, le photographe est arrivé. Dave Chen, très professionnel mais gentil. Il avait photographié plus de 200 mariages. Il a tout de suite compris ce qui manquait. Il a pris les clichés standards. La mariée seule. La mariée avec ses demoiselles d'honneur. La mariée avec le bouquet. Un gros plan sur le bouquet. Des roses blanches, du gypsophile, et une touche de lavande. Ce qu'il n'a pas photographié, la mariée avec sa mère, la mariée avec son père, les portraits de famille. Ces pages de l'album allaient rester vides. 13h18, la limousine est arrivée. Une Lincoln blanche, de 8 places. Nous nous sommes entassés à l'intérieur, en riant, en essayant de maintenir l'énergie. Mais j'étais silencieuse, regardant par la fenêtre. Un trajet de 15 minutes, dans la circulation de Boston. Kelly m'a tenu la main pendant tout le trajet. Tu n'es pas obligé de le faire, m'a-t-elle dit doucement. Juste à moi. Si c'est trop dur, on peut reporter. Nathan comprendra. Je me suis tourné vers elle. Je ne reporte pas. Je l'épouse aujourd'hui, avec ou sans eux. D'accord, alors on va te marier. 13h33. La limousine s'est arrêtée devant Sainte-Catherine.
Les invités arrivaient déjà. Des gens heureux, dans leurs beaux habits du dimanche, excités pour un mariage. Pas un seul d'entre eux n'était mon parent. Je suis passé par l'entrée latérale, directement vers la salle des mariés. J'ai évité tout le monde. Kelly a arrangé mon voile, ajusté la traîne, et vérifié mon maquillage. 13h58, Kelly m'a demandé une dernière fois, « Tu es prête ?» Je me suis regardé dans le miroir. Une mariée. Seule. Forte. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. À l'hôtel, Nathan essayait de respirer. Il se tenait là, dans son costume, gris anthracite, parfaitement ajusté. Les 1000 € qu'il avait économisés spécifiquement pour ça. Connor Walsh, son témoin, se tenait à côté de lui. 3 garçons d'honneur, Tyler, Ben, Marcus, les entouraient. Le père Sullivan, 62 ans, avec un accent irlandais qui faisait de chaque mot une bénédiction, a adressé à Nathan un hochement de tête encourageant. Les mains de Nathan tremblaient. Il agrippait la rambarde de l'autel, les jointures blanches. Connor s'est penché et a murmuré, « Ça va ? Elle est sur le point de remonter cette allée toute seule, à cause de moi. Pas à cause de toi, à cause d'eux. Il y a une grande différence, mon frère. » Nathan a regardé le premier rang. Côté marié, 3 chaises vides, et des panneaux, famille réservée, dont l'optimisme sonnait comme une moquerie. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse, a dit Nathan. L'orgue a commencé à jouer. Le canon en ré majeur de Pachelbel. La marche nuptiale traditionnelle. Chaque invité s'est levé, et s'est tourné vers le fond de l'église. Nathan ne pouvait pas encore voir les portes. Un pilier lui bouchait la vue, mais il l'a entendu. Le souffle coupé de l'assemblée. 200 personnes, voyant quelque chose qui ne devrait pas être vu. Une mariée marchant seule. Puis, elle est apparue. Serena, en dentelle ivoire, portant les perles de Dorothy, et un voile qui traînait sur près de 3 mètres derrière elle. Un bouquet de roses blanches, tremblant légèrement entre ses mains, et personne à ses côtés. La vision de Nathan s'est troublée. Il pleurait, avant même qu'elle ne fasse son premier pas. Elle le faisait. Elle le faisait vraiment. Elle marchait vers lui, sans la main d'un père pour la soutenir. Sans une mère en larmes, au premier rang. Sans aucune famille. Juste elle, 200 témoins, et lui. 25 mètres d'allée, 38 pas. Elle les a comptés. Il l'apprendrait plus tard. Elle a compté chaque pas, pour s'empêcher de pleurer. 1, 2, 3. Ne regarde pas les chaises vides. 4, 5, 6. Regarde Nathan. 7, 8. Il en vaut la peine. 9, 10. Les invités regardaient en silence. Certains pleuraient. Sarah, la femme de Connor, avait des larmes qui coulaient sur le visage. Dal Henderson, le mentor de Nathan, avait la main sur le cœur. Tout le monde le ressentait. L'injustice de la situation. Et sa bravoure. 19e pas. À mi-chemin. Le calme de Serena s'est fissuré, juste une seconde. Une seule larme s'est échappée. Kelly, qui suivait à distance avec les demoiselles d'honneur, l'a vue. Puis, un grincement. La lourde porte en chêne, au fond de l'église, s'est ouverte. Toutes les têtes se sont tournées. Tous les 200 invités, Serena, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, le père Sullivan. Tout le monde s'est tourné pour voir qui arrivait en retard. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte. Une robe bleue, fin de la quarantaine, peut-être début de la cinquantaine, les mains tremblantes, des larmes coulant déjà sur son visage. Le soleil de l'après-midi, entrait par la porte derrière elle, la découpant à contre-jour. Serena, au milieu de l'allée, s'est retournée pour regarder, ne l'a pas reconnu, et a regardé Nathan. Le visage de Nathan était devenu blanc, vraiment blanc, comme si chaque goutte de sang s'était vidée de son corps. Ses yeux étaient fixés sur la femme. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, ses jambes ont lâché. Pas un évanouissement, pas un simple trébuchement, mais un effondrement structurel complet. Ses genoux ont frappé le sol en marbre. Le son a résonné dans l'église. Un craquement sec, qui a fait tressaillir les gens. Connor s'est précipité vers lui, mais l'a raté. Nathan était à genoux, les mains sur le sol,
fixant la femme. 8 secondes de silence absolu. Puis, la voix de Nathan, brisée et incrédule, captée par le microphone de l'hôtel, « Maman ». Le mot est resté suspendu dans l'air. Maman. 200 invités ont halté, comme un seul homme. Serena est restée figée, au milieu de l'allée, tenant toujours son bouquet, portant toujours son voile, complètement confuse. La femme dans l'embrasure, Johanna, a fait un pas en avant. S'est arrêtée. Nathan, a-t-elle dit, sa voix portant dans le silence. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas interrompre. J'avais besoin de te voir. Nathan était toujours à genoux, tremblant, incapable de se relever. Tu m'as laissé. Sa voix s'est brisée. Tu m'as abandonné dans une gare routière. Toutes les personnes présentes dans l'église l'ont entendu. 14 personnes filmaient déjà avec leur téléphone. L'instinct, le drame, l'histoire. Le visage de Johanna s'est effondré. Je sais que je l'ai fait. Le père Sullivan s'est avancé, essayant de comprendre ce qui se passait. Mon garçon, tu connais cette femme. Nathan a hoché la tête, incapable de parler. C'est un membre de ta famille? C'est ma mère. Les mots sont sortis de manière hachée. Elle m'a abandonné quand j'avais 8 ans. Si l'église était silencieuse auparavant, maintenant, c'était le vide absolu. Pas un souffle, pas un mouvement. Serena a pris une décision. Elle a reculé, non pas vers Nathan, mais vers Johanna. Elle a atteint la femme en robe bleue, l'a regardée, cet inconnu qui venait de briser sa cérémonie de mariage. Êtes-vous ici pour lui faire du mal? La voix de Serena était ferme, protectrice. Les yeux de Johanna ont rencontré les siens. Non. Je suis ici pour être témoin de ce à quoi j'aurais dû assister depuis le début. Serena a soutenu son regard, pendant un long moment, puis s'est tournée vers Nathan, toujours à genoux à l'autel. Veux-tu qu'elle reste? Nathan a levé les yeux vers Serena. Vers cette femme, qui marchait vers lui seule, parce que sa famille l'avait rejeté. Cette femme, qui maintenant, le protégeait de son passé. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Serena est retournée vers lui, s'est agenouillée à ses côtés dans sa robe de mariée, et a pris son visage entre ses mains. On peut s'arrêter. On peut mettre tout ça sur pause. Tout ce dont tu as besoin. Nathan a secoué la tête. Non. Non. Nous allons nous marier. Je ne vais pas la laisser gâcher ça, elle aussi. Il s'est levé, les jambes tremblantes. Connor l'a soutenu. Serena s'est levée aussi. S'est tournée vers Johanna, qui se tenait toujours à une dizaine de mètres, dans l'embrasure de la porte. Asseyez-vous, a dit Serena, la voix calme mais ferme. Au dernier rang. Ne bougez pas. Nous parlerons après. Johanna a hoché la tête, a marché lentement vers le dernier banc, du côté gauche, et s'est assise. Le père Sullivan a regardé Nathan et Serena. Pouvons-nous continuer? Ils se sont regardés. Un long moment, tout étant en suspens. Oui, a dit Serena. Nous allons nous marier. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si vous écoutez cela, vous pensez probablement à votre propre famille, à vos propres ruptures, à ces personnes qui devraient être présentes, mais qui ne le sont pas. Si cette histoire vous touche quelque part, et que ça fait mal, laissez un commentaire. Dites-moi que je ne suis pas seul dans cette épreuve, parce que ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'oublierez jamais. La cérémonie a repris, mais tout avait changé. L'atmosphère était différente. Lourde, chargée d'électricité. Les invités restaient assis, murmurant doucement, jetant des regards en arrière vers Johanna, au dernier rang. Elle était assise, les mains croisées, un mouchoir pressé sur sa bouche, pleurant silencieusement. Nathan et Serena se tenaient à l'autel. Le père Sullivan a ouvert son livre de prière. Mes chers frères et sœurs, a-t-il commencé. Mais Nathan continuait à regarder en arrière. Toutes les quelques secondes. Il n'arrivait pas à s'en empêcher. 23 ans. Sa mère était vraiment là. La femme qu'il avait laissée à la porte 6, de la gare routière de Worcester, était assise au fond de l'église, à son mariage. C'était impossible, mais réel. Le père Sullivan est arrivé au vœu. Nathan, veux-tu prendre Serena pour épouse légitime?
Nathan s'est tourné pour regarder Johanna, encore une fois. Nathan, a doucement insisté Sullivan. Nathan a sursauté, et a regardé Serena. Quoi? Veux-tu prendre Serena pour épouse légitime? Oui. Oui, je le veux. Absolument. Serena lui a serré les mains, et a murmuré, reste avec moi. Juste ici. Juste nous. Il a hoché la tête, et a essayé de se concentrer. Les vœux ont continué, les paroles traditionnelles du livre de la prière commune. Pour la voir et la chérir, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Mais la voix de Nathan tremblait sur chaque mot. Connor a tâtonné pour sortir les alliances, les mains tremblantes à cause de l'adrénaline résiduelle. Lorsque Nathan a glissé la bague au doigt de Serena, sa main tremblait tellement, qu'il a failli la faire tomber. On y est presque, a murmuré Serena. Je suis désolé, a dit Nathan. Ne le sois pas. Reste juste ici. Puis sont venus les vœux personnels. Ceux qu'ils avaient écrits ensemble. Nathan a commencé. Moi, Nathan, je te prends toi, Serena, pour épouse. Pour t'avoir et te chérir à partir de ce jour. Pour le meilleur, pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a fait une pause, l'a regardé, et a ajouté la ligne qu'ils avaient prévue des semaines plus tôt. Et je promets d'être la famille que tu mérites. Sa voix s'est complètement brisée sur le mot « famille », parce que le poids de ce mot venait de se démultiplier. Sa famille, celle qu'il avait abandonnée, était là. Sa famille à elle, celle qui prétendait l'aimer, ne l'était pas. Il n'a pas pu terminer. Il est juste resté là, à pleurer. Le père Sullivan lui a discrètement tendu un mouchoir. En lin irlandais brodé. Nathan l'a pris. C'est assez, a dit doucement Serena. Je t'ai entendu. C'était à son tour. Serena a parlé clairement, fermement, et s'est écartée du script traditionnel. Nathan, je me fiche de savoir qui est présent, ou qui ne l'est pas. Je te choisis, toi. Chaque jour, quoi qu'il arrive. Sa voix était assez forte pour que Johanna l'entende, au dernier rang. Les épaules de Johanna étaient secouées de sanglots. Le père Sullivan a regardé cette cérémonie inhabituelle, cette mariée et ce marié, maintenus ensemble par quelque chose de plus fort que la tradition, et a improvisé. J'ai marié plus de 300 couples dans cette église, a-t-il dit, avec son chaleureux accent irlandais. Je n'ai jamais vu une mariée remonter l'allée seule. Je n'ai jamais vu une mère apparaître après des décennies. Mais je n'ai aussi jamais vu l'amour de façon plus évidente. Nathan, Serena, vous deux avez déjà prouvé que vous pouvez affronter la tempête. Cette cérémonie ne fait qu'officialiser ce qui est déjà vrai. Des murmures d'approbation ont parcouru l'assemblée. Sullivan a regardé les invités. Y a-t-il quelqu'un ici, qui s'oppose à cette union? Silence. Tout le monde a jeté un regard à Johanna. Elle n'a rien dit. Elle a juste pressé son mouchoir plus fort sur sa bouche. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, a poursuivi Sullivan, je vous déclare mari et femme. Nathan, tu peux embrasser la mariée. Nathan a attiré Serena près de lui, et a murmuré avant de l'embrasser, merci de ne pas avoir fui. Jamais, a-t-elle chuchoté en retour. Ils se sont embrassés plus longtemps que lors d'un baiser de cérémonie typique, s'accrochant l'un à l'autre. Le soulagement, l'amour, l'accomplissement. Les invités ont explosé de joie. Des applaudissements, des acclamations, des sifflements. Le père Sullivan a élevé la voix pour couvrir le bruit. Mesdames et messieurs, je vous présente monsieur et madame Hartley. Encore des acclamations. La musique de sortie a commencé. L'ode à la joie. Triomphante, mais douce amère. Nathan et Serena ont redescendu l'allée, en tant que mari et femme, son bras serré autour d'elle, protecteur. Ils sont passés devant le banc de Johanna. Nathan a ralenti, et l'a regardé. Elle s'est levée, et a murmuré, félicitations. Nathan n'a pas répondu. Il a juste continué à marcher, vers la lumière du soleil, vers leur mariage, et vers tout ce qui allait suivre. Les heures suivantes ont été floues. La réception à Union Hall. L'entrée grandiose sous les applaudissements. La première danse, sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran.
Nathan a serré Serena contre lui, et a murmuré tout au long de la chanson, « Je suis désolé de ne pas être complètement là. » « Tu es là suffisamment », a-t-elle répondu. C'est tout ce qui compte. Le dîner, sous forme de buffet, décontracté. Nathan a mangé à peine, le regard perdu dans le vide, en train de digérer les événements. Le discours du témoin, Connor. À Nathan, le gars le plus travailleur que je connaisse. Et à Serena, assez courageuse pour remonter cette allée seule, et assez intelligente pour l'épouser quand même. Puissiez-vous toujours être là l'un pour l'autre, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Santé. Des verres se sont levés. Nathan a esquissé un léger sourire. Johanna n'est pas venue à la réception. Elle est restée dans l'église après le départ de tout le monde. S'est assise sur ce banc au fond pendant 30 minutes, a pleuré, puis est partie. Elle a conduit jusqu'à son hôtel, seule. À 19h30. Nathan n'en pouvait plus. Il a trouvé Serena, qui parlait à Kelly et aux demoiselles d'honneur. Il l'a prise à part. J'ai besoin d'aller lui parler, maintenant. Je ne peux pas danser et couper le gâteau, pendant qu'elle est dehors. J'ai besoin de savoir pourquoi. Serena a pris son visage entre ses mains. Alors vas-y. Je serai là quand tu reviendras. Nathan a parcouru les 3 pâtés de maison jusqu'à Sainte-Catherine, et a trouvé Johanna et Tim assis sur les marches de l'église. Elle s'est levée quand elle l'a vu. Tu es toujours là, a dit Nathan. Tu m'as dit de ne pas partir. En effet. Ils se sont regardés. Mère et fils. 23 ans de distance entre eux. Je ne sais pas quoi te dire, a finalement lâché Nathan. Tu n'as rien à dire. Je vais parler. Tu écoutes, ou tu pars. C'est toi qui choisis. Nathan s'est assis sur la marche, pas à côté d'elle, à 1 mètre de distance. Parle. Johanna lui a tout raconté, sur l'addiction, sur les petits amis, sur les échecs, sur Dorothy appelant après l'avoir trouvée à la gare routière, hurlant sur Johanna, lui disant qu'elle ne le récupérerait jamais, sur le fait d'aller à l'appartement de Kevin après avoir abandonné Nathan. Sur le fait de se droguer, sur son overdose 3 jours plus tard, se réveillant dans un hôpital, se faisant arrêter, sur la cure de désintoxication ordonnée par le tribunal de 18 mois, devenant sobre en novembre 2003, sur les années qui ont suivi, travaillant comme femme de ménage. Puis comme conseillère, obtenant sa licence en 2010, rencontrant Tim en 2013, sur l'envie de contacter Nathan, mais ne sachant pas comment. L'ordonnance d'éloignement de Dorothy, la peur, la honte, sur le fait de le regarder depuis de faux comptes Facebook pendant 6 ans, d'enregistrer des photos, de suivre sa vie de loin, sur le fait de voir qu'il allait se marier, sur le fait de voir que la famille de la mariée ne viendrait pas. Sur la reconnaissance du parallèle. Je l'ai vu marcher seul, a dit Johanna, la voix tremblante. Et j'ai pensé à toi, à 8 ans, seul dans cette gare routière. Et je ne pouvais pas te laisser te tenir là, tout seul. Encore une fois. La mâchoire de Nathan était si crispée, que ça lui faisait mal. Tu ne peux pas réparer ça, en te pointant 23 ans plus tard. Je sais. Tu m'as laissé dans une gare routière. Est-ce que tu comprends ce que ça m'a fait? Je le comprends maintenant. Je ne le comprenais pas à l'époque. J'étais trop brisé pour comprendre. 23 août 2002. Porte 6. 14h15, j'ai attendu 41 minutes avant de demander de l'aide. Je pensais que tu étais malade dans les toilettes. Je pensais que tu allais revenir. Je sais. Tu m'as laissé un mot sur une serviette Dunkin' Donuts. Je sais. Tu as fait une overdose 3 jours plus tard. Oui. Nathan s'est levé, submergé. Je ne peux pas faire ça maintenant. C'est le jour de mon mariage. Il a commencé à s'éloigner, s'est arrêté, et s'est retourné. Allais-tu partir après la cérémonie? J'en avais l'intention. Les yeux de Johanna se sont écarquillés. Quoi? Ne pars pas. Je ne suis pas prêt à parler, mais ne pars pas, il s'est éloigné. De retour à la réception. De retour vers Serena. De retour à sa vie. Johanna s'est assise sur ses marches, et a pleuré, jusqu'à ce que Tim l'aide à monter dans la voiture. Il a dit, ne pars pas, a-t-elle murmuré. Il a dit, ne pars pas, a confirmé Tim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, il y a une chance.
La réception a continué jusqu'à 23 heures. De la danse, des rires, la coupe du gâteau, le lancer du bouquet. Sauf que Serena ne l'a pas lancé. Je garde ça, a-t-elle annoncé. Ce bouquet a remonté l'allée avec moi, quand personne d'autre ne le faisait. Il reste avec moi. Applaudissements. Compréhension. À 21h30, Serena a vérifié son téléphone. 3 appels en absence. Maman. Un message vocal. Elle l'a mis sur haut-parleur. Nathan écoutait. La voix de Caroline, tendue et faussement inquiète. Serena, c'est maman. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé à ton mariage. Ta cousine Lily l'a posté sur Facebook. Il faut qu'on parle. Rappelle-nous. Serena a regardé Nathan. Ils ont entendu. Tout le monde a un téléphone. Dois-je rappeler? En as-tu envie? Serena a réfléchi, puis a supprimé le message, et a bloqué le numéro. Pas ce soir. Ce soir est à nous. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. À 16h38, pendant que Nathan et Serena coupaient leur gâteau, Travis Coleman, l'un des collègues du syndicat de Nathan, avait mis en ligne une vidéo sur TikTok. Elle durait 47 secondes. La légende, une mariée marche seule. La porte s'ouvre. Le marié s'effondre. Sa mère, qui l'a abandonné il y a 23 ans, vient de se pointer. Drame au mariage, vraie vie, on ne peut pas inventer ça. 2 minutes, 38 vues. 5 minutes, 312 vues. 10 minutes, 1847 vues. La femme de Travis a regardé son téléphone. Travis, ça décolle. À minuit, 89 000 vues. Au matin, 3,8 millions. 13 autres invités avaient également mis en ligne des vidéos. Différents angles de vue. Un gros plan sur le visage de Nathan. Un plan large montrant les sièges vides, du côté de la mariée. Une version axée sur l'audio, captant un clair « Tu m'as laissé dans une gare routière ». Les vidéos se sont propagées. TikTok, Instagram réel, Facebook, Twitter, Reddit. Le 29 mars, à 2h15 du matin. Quelqu'un a posté sur Her Wedding Shaming, j'étais à ce mariage. Toute la famille de la mariée l'a boycotté, parce que le marié n'est qu'un électricien. Sa mère, qui l'avait abandonné enfant, s'est pointée. Il est tombé à genoux. Je n'ai jamais rien vu de tel, posez-moi vos questions. 2834 votes positifs, 892 commentaires. Le 29 mars, à 8h12. Un producteur de Good Morning America a envoyé un email au compte Instagram public de Serena. Nous adorerions vous avoir dans l'émission. Le 29 mars, en fin de matinée. Nathan et Serena étaient dans un petit Airbnb à Cape Cod. Une mini lune de miel. Leurs 2 téléphones étaient en mode avion depuis la nuit de noces. Ils ont allumé le Wi-Fi pour vérifier la météo. Le déluge a commencé. 247 appels manqués. Plus de 1000 SMS. Instagram inondé. Facebook submergé. Serena a regardé son téléphone. Nathan. Nous sommes partout. Nathan a regardé le sien. Travis a posté une vidéo. Elle a 28 millions de vues. Millions. Nous sommes aux infos. Nous sommes en tendance sur Twitter. Il y a un hashtag. Il lui a montré Wedding Return. Les commentaires, les parents de la mariée ont boycotté parce que sa mère avait des problèmes. Mais sa mère, qui sait qu'elle a tout gâché, est venue quand même. Les parents parfaits sont restés à la maison. Trouvez la logique. 847 000 j'aime. Ils l'ont jugé parce qu'il a été abandonné, comme s'il avait choisi d'être laissé dans une gare routière à 8 ans. Ses parents sont de véritables monstres. 412 000 j'aime. Imaginez traiter quelqu'un de déchet et de moins que rien, parce que sa mère était une toxicomane. Puis sa mère se pointe, en rémission, prouvant que les gens peuvent changer. Et vous êtes chez vous, avec l'air d'être le véritable déchet. 298 000 j'aime. Des articles étaient déjà en cours de publication. BuzzFeed, les parents de cette mariée ont traité son fiancé de déchet et ont boycotté le mariage. Ce que sa mère disparue a fait ensuite, va vous détruire. HuffPost, une vidéo de mariage virale suscite le débat sur la classe sociale,
l'addiction et le pardon. Psychologie Today, ce que la vidéo de la mère au mariage nous apprend sur la honte et la rédemption. Des emails du Today Show, d'Inside Edition, du magazine People et des journaux locaux. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Serena. Nathan a posé son téléphone. Rien. Nous sommes en lune de miel. Le monde peut attendre. Ils ont essayé. Ils ont vraiment essayé. Mais les messages continuaient d'arriver. Des amis, des collègues, des inconnus. Et un message qui a fait trembler les mains de Serena. Kelly, tes parents se font massacrer en ligne, comme détruits. Juste pour info. Le 29 mars, à 7h22 du matin. Springfield, Massachusetts. Le téléphone de Raymond Brown a vibré sur sa table de nuit. Tôt, pour un samedi. Il l'a attrapé, agacé. Un SMS de Gary, leur voisin et ami du country club. Ray, n'est-ce pas le mariage de Serena? C'est partout sur Facebook. Lien en pièce jointe. Raymond a cliqué. La vidéo de Travis Coleman, l'original, comptant désormais 18,4 millions de vues juste sur TikTok. Raymond a regardé, la main sur la bouche. Serena marchant seule, l'air magnifique et le cœur brisé, la porte qui s'ouvre, Nathan qui s'effondre. Maman. La vidéo s'est terminée. Raymond s'est levé en trébuchant, et a réveillé Caroline. Il faut que tu vois ça. Ils se sont assis ensemble sur leur lit, dans leur confortable maison de banlieue aux meubles poterie barn, et ont regardé le mariage de leur fille, sur le téléphone d'un inconnu. Ils l'ont vu marcher seul. Ils ont vu les chaises vides. Ils ont vu le marié s'effondrer. Oh mon Dieu, a chuchoté Caroline. C'est elle. C'est Serena. Elle est seule. Raymond, elle est complètement seule. C'est sa mère. Raymond a fixé l'écran. La toxicomane. Caroline a fait défiler les commentaires. Son visage est devenu blanc. Raymond, il parle de nous. Qui ça? Tout le monde. Regarde. Les commentaires n'étaient pas subtils. Les parents de la mariée ont boycotté parce que la mère du marié était une toxicomane. La mère du marié s'est pointée sobre après 23 ans. Les parents de la mariée ne se sont pas pointés après 28 ans à être ses parents. Qui a laissé tomber qui? Ses parents sont de véritables monstres. Ils l'ont qualifié de marchandise avariée et sont restés à la maison. Pendant ce temps, la femme qui l'a réellement abîmé, s'est présentée pour arranger les choses. L'ironie. J'espère que les parents de Serena verront ça, et réaliseront qu'ils sont le déchet qu'ils l'ont accusé d'être. Quelqu'un avait trouvé le Facebook de Mitchell, l'Instagram d'Audrey, et avait commencé à commenter « Votre sœur a marché seule et vous n'étiez pas là. Honte à vous. Les boycotts familiaux sont de la maltraitance. Vous êtes complice. » Caroline a commencé à pleurer. Il faut l'appeler. Raymond continuait à faire défiler. La vidéo était partout. Sur de multiples plateformes. Des vues combinées approchant les 30 millions. Et lui dire quoi? Désolé d'avoir raté ton mariage viral? Ça va tous nous affecter. Le travail de Mitchell. La réputation d'Audrey. Le country club. Le country club, a répété Caroline, la voix creuse. C'est ça qui t'inquiète? Les gens nous traitent de monstres, Raymond. Ils disent que c'est nous les vrais déchets. Il a regardé sa femme. Cette femme avec qui il avait construit sa vie. S'élevant ensemble depuis des enfances ouvrières, jusqu'à la sécurité d'une classe moyenne confortable. Ayant protégé cette sécurité farouchement. Trop farouchement. Peut-être qu'ils ont raison, a-t-il dit calmement. 8 jours ont passé. Nathan et Serena sont restés à Cape Cod pendant 5 jours, ont éteint leur téléphone, ont essayé d'être de jeunes mariés, et sont retournés à leur appartement de Somerville, le 1er avril. La tempête virale s'était calmée pour devenir un bruit de fond. 42,3 millions de vues combinées. Le cycle de l'actualité était passé à autre chose, mais le mal était fait. Les parents de Serena n'avaient pas appelé pendant la lune de miel. Donner de l'espace, avait-il prétendu plus tard. En réalité, c'était de la honte. Mitchell a envoyé un SMS le 2 avril. J'ai vu la vidéo. J'aurais dû être là. Je suis désolé. Serena n'a pas répondu.
Audrey en a envoyé un aussi. Je suis tellement désolé que nous n'ayons pas été là. Maman et papa sont dans un état pas possible. Ils savent qu'ils ont tout gâché. S'il te plaît, appelle quand tu seras prête. Serena l'a lu à Nathan. Es-tu prête? A-t-il demandé. Non. Le 5 avril. Le téléphone de Serena a sonné. Maman. Elle l'a fixé. L'a laissé sonner dans le vide. Un message vocal. Elle ne l'a pas écouté. Le 6 avril. À 14h30. Le téléphone a encore sonné. Maman. Cette fois, Serena a répondu. Serena. Chérie, c'est maman. La voix de Serena était plate. Je sais. Nous avons vu ce qui s'est passé à ton mariage. Tu veux dire, vous avez vu la vidéo. Puisque vous n'étiez pas là. Caroline a eu un mouvement de recul audible. Nous devons parler de ça. Vraiment? Nous avons fait une erreur. Serena a eu un rire amer. Une erreur, c'est se tromper en remplissant le RSVP. Vous avez boycotté mon mariage. Un bruit de fond. La respiration de Raymond. Il était sur haut-parleur. Nous sommes désolés, Serena, a dit Raymond. L'êtes-vous? Ou êtes-vous désolé de passer pour des idiots? Un silence. Caroline a réessayé. Nous pensions te protéger. Arrête. La voix de Serena était glaciale. Ne fais pas ça, maman. Vous avez traité Nathan de déchet. Vous l'avez traité d'ordure. Vous avez dit qu'il ne valait rien. Vous avez dit que je valais mieux que lui. Vous avez dit à Mitchell et Audrey de ne pas venir. Vous avez renvoyé l'invitation, avec un seul mot. Non. Ce n'était pas de la protection. C'était de la cruauté. Nous étions inquiets pour ton avenir, a essayé Caroline. Ses antécédents. Ses antécédents. Il a été abandonné étant enfant. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un traumatisme auquel il a survécu. Nous le savons maintenant. Vous le saviez à l'époque. Vous avez choisi de ne pas vous en soucier. Un silence, long et douloureux. Caroline pleurait maintenant. Vraie larme ou de la comédie? Serena ne pouvait le dire. Pouvons-nous te voir? Pour nous excuser correctement. Je ne sais pas si j'ai envie de vous voir. Encore un silence. S'il te plaît, a murmuré Caroline. Serena a fermé les yeux, et a pris une grande inspiration. Si vous voulez faire partie de ma vie, voici comment ça va se passer, une thérapie familiale, avec moi et Nathan. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec moi, qui ne l'inclut pas. Vous allez en thérapie. Et vous travaillez réellement sur les raisons qui vous ont poussé à faire ça. Et vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion sur mon mariage. Vous avez renoncé à ce droit. Ça me semble dur, a dit Caroline. Vous avez boycotté mon mariage, parce que vous pensiez que je me mariais en dessous de mon rang. Ce qui est dur, c'est de penser que la valeur de votre fille est liée au titre du poste de son mari. Raymond a pris la parole. Nous ferons tout ce que tu voudras. Je vous enverrai le nom d'un thérapeute par SMS. Vous prendrez le rendez-vous. La première séance sera vous, moi, Nathan et le docteur Rivera. Si vous ne venez pas, c'est fini. Nous serons là, a dit Caroline. On verra. Serena a raccroché. Nathan est rentré à 18h45, et l'a trouvé sur le canapé, épuisé. Ils ont appelé? Elle lui a tout raconté. Tu crois qu'ils viendront vraiment à la thérapie, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Une part de moi espère qu'ils ne le feront pas, pourquoi leur as-tu donné cette chance? Parce que ce sont mes parents. Et parce que si je ne le fais pas, je me demanderai toujours s'ils auraient pu changer. Nathan l'a attiré contre lui. Et s'il ne change pas, alors je saurai, et je pourrai avancer sans culpabilité. De son côté, Nathan avait pris sa propre décision. Le 2 avril, 5 jours après le mariage. Il a fixé un numéro de téléphone. Celui de Johanna. Tim l'avait fait passer à Connor, qui l'avait fait passer à Nathan. Serena l'a regardé. Devrais-je l'appeler, a-t-il demandé. En as-tu envie? Je ne sais pas. Et si elle veut des choses que je ne peux pas donner?
Alors tu lui diras non. Nathan a décroché son téléphone, l'a reposé, et a répété ce geste 3 fois. C'est fou. Il y a 5 jours, je la croyais morte pour moi. Maintenant, je suis nerveux à l'idée d'appeler ma propre mère. Finalement, à 20h47, il a envoyé un SMS. C'est Nathan. Pouvons-nous nous rencontrer? Distribué. Lu à 20h48. L'indicateur de frappe est apparu, a disparu, et est réapparu. 2 minutes ont passé. Finalement, oui. N'importe quand, n'importe où. Merci. Le 5 avril. 10 heures. Le Dunkin' Donuts sur la route 1 à Norwood, à mi-chemin entre Boston et Providence. Nathan est arrivé à 9h52, en avance, nerveux. Johanna est arrivée à 9h54, également en avance. Ils ont commandé du café, noirs tous les deux, et y ont à peine touché. Ils se sont assis dans un coin, sur des sièges en plastique orange, une table collante, incapables de se regarder dans les yeux au début. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a dit Johanna. La voix de Nathan était tendue. J'ai failli ne pas venir. Je ne t'en aurais pas voulu. Silence. Je ne sais pas quoi te dire, a admis Nathan. Tu n'as rien à dire. Je peux parler, ou nous pouvons rester assis en silence. Tout ce dont tu as besoin. Nathan l'a regardée. L'a vraiment regardée. Elle paraissait plus vieille que ses 51 ans. Des années dures. Des années de sobriété. Pourquoi es-tu vraiment venu au mariage? La vérité. Johanna n'a pas hésité. Je t'ai observé à travers de faux comptes Facebook, pendant 6 ans. Je sais que ça fait peur. Je sais que je n'en avais pas le droit. Mais j'avais besoin de savoir, que tu allais bien. Tu aurais pu simplement demander. Après la mort de grand-mère, tu aurais pu envoyer une lettre. J'ai écrit 63 lettres. Je n'en ai jamais envoyé une seule. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant qu'on a abandonné? Il n'y a pas de mot pour ça. Elle a sorti un papier plié de son sac à main, et le lui a montré. Une lettre datée d'octobre 2020. Cher Nathan, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Nathan ne l'a pas lu. Il la lui a rendue. As-tu déjà eu envie de revenir, quand j'étais enfant? Les larmes de Johanna ont coulé. Tous les jours. Mais j'étais trop brisé. Et Dorothy avait raison de m'éloigner. La mâchoire de Nathan s'est contractée. Tu m'as laissé dans une gare routière. Je l'ai fait. Porte 6. Worcester Ground. 23 août 2002. 14h15, je m'en souviens. Tu m'as donné une barre sneaker. Format géant. Je l'ai fait. Tu as dit, attends ici. Je l'ai fait. J'ai attendu 41 minutes. Johanna s'est couvert le visage, sanglotant maintenant. Nathan a continué. Il fallait qu'elle l'entende. Une femme nommée Brenda m'a aidé. Elle a trouvé ton mot. Une serviette de chez Dunkin' Donuts. Je ne peux pas être la maman dont tu as besoin. C'est tout ce que tu m'as laissé. Je sais. Grand-mère est venue me chercher 3 heures plus tard. La première chose qu'elle a dite, tu restes avec moi maintenant. Pour de bon. Je sais. Elle a fait 2 boulots pour m'élever. 61 ans. Et elle a tout recommencé. Je sais. Les mains de Nathan tremblaient. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait après m'avoir quitté? Johanna l'a regardé. Je suis allé à l'appartement de mon petit ami, je me suis drogué, j'ai fait une overdose 3 jours plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital, je me suis fait arrêter, je suis allé en cure de désintoxication, et je suis devenu sobre 14 mois après t'avoir abandonné. 14 mois. Novembre 2003. Nathan a fait le calcul. J'avais 10 ans. Tu étais sobre depuis 2 ans, et tu n'es jamais revenu. Dorothy avait une ordonnance d'éloignement. Je ne pouvais pas, tu aurais pu essayer. Tu as raison. J'aurais pu me battre plus fort. Je ne l'ai pas fait. J'avais trop honte. Un silence, long et douloureux. Nathan a parlé doucement. Je suis en colère. Je vais être en colère pendant très longtemps. Tu n'as pas le droit de me brusquer avec ça. Je ne le ferai pas, et tu n'as pas le droit d'être maman. Grand-mère était ma maman.
Tu es Johanna. Johanna a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. D'accord. Je vois un thérapeute. Le docteur Paul Chen. Tu viendras aux séances avec moi. Tout ce dont tu as besoin. Et si j'ai besoin d'espace, tu me le donnes. Pas de culpabilisation. Je le promets. Nathan s'est levé. La conversation était terminée. Puis-je te demander une chose, a dit Johanna. Nathan a attendu. Y a-t-il un seul bon souvenir que tu gardes, de la période d'avant? Nathan a fait une pause. A réfléchi. Les samedis matins, a-t-il finalement dit. Parfois, tu étais clean pendant 1 ou 2 semaines. Tu faisais des pancakes, avec des pépites de chocolat. On regardait des dessins animés. Tu me tressais les cheveux. Il a touché ses cheveux courts. Je les avais plus longs, avant. Johanna a souri, à travers ses larmes. Je m'en souviens. Je t'appelais mon petit bonhomme. Puis, tu disparaissais de nouveau, et je mangeais des céréales toute la semaine. Mais c'est samedi matin. Je m'y suis accroché. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'en offrir davantage. Je sais. Nathan a marché vers la porte, s'est arrêté, s'est retourné. Johanna. Elle a levé les yeux. Merci d'être venue au mariage. Il est parti. Johanna est restée là, pendant 20 minutes, à pleurer dans son café froid. Le 10 mai 2026. Le cabinet du docteur Angela Rivera, Cambridge, 15h52. Raymond et Caroline sont arrivés 8 minutes en avance. Ils se sont assis dans la salle d'attente, nerveux. Nathan et Serena sont arrivés à 15h58. À l'heure, coup de force. Serena, chérie. Caroline a fait mine de se lever. Serena a reculé. Gardons ça pour l'intérieur. Raymond a tendu la main à Nathan. Nathan. Nathan l'a serré. Fermement. Raymond. Pas de politesse de façade. La porte du docteur Rivera s'est ouverte. Entrez. Son bureau était chaleureux, mais professionnel. Des chaises disposées en cercle. Une boîte de mouchoirs, au centre. Le docteur Rivera, 42 ans, d'origine latino-américaine. Gentille, mais qui ne s'en laisse pas compter. Les règles de base, a-t-elle dit. On n'interrompt pas, on ne se justifie pas, on écoute. Êtes-vous capable de faire ça? Raymond et Caroline ont hoché la tête. Serena, c'est votre séance. Par où voulez-vous commencer? Serena avait préparé des fiches, avec des notes. Je vous ai envoyé 68 invitations. Vous m'en avez renvoyé 3. Non, non, non. Vous n'avez pas seulement décliné. Vous avez dit à Mitchell et Audrey de ne pas venir. Vous avez clairement fait savoir, que mon choix, mon mari, était inacceptable pour vous. Caroline a commencé à parler. Le docteur Rivera a levé une main. On ne se justifie pas écouter. Serena a continué. Le pire, ce n'est pas que vous ne soyez pas venu. C'est de savoir que vous avez fait passer votre fierté, avant moi. Sa voix n'a pas tremblé. Elle avait assez pleuré. Le docteur Rivera s'est tourné vers Raymond et Caroline. Répondez. Raymond a commencé avec des excuses. Nous pensions te protéger. Nous n'avions pas compris. Nous venons d'une génération, où la stabilité signifie. Le docteur Rivera l'a interrompu. Ce que vous décrivez, c'est du mépris de classe. Raymond s'est arrêté. Avez-vous demandé à Serena, si elle se sentait en difficulté? Non. Avez-vous posé des questions à Nathan sur sa vie, son entreprise, ses projets? Non. Donc, vous avez jugé sans information? Oui. Caroline pleurait. Le docteur Rivera l'a regardée. Pourquoi ces larmes? Je me sens terriblement mal. Terriblement mal de l'avoir blessé, ou terriblement mal d'avoir mauvaise conscience? Une attaque directe. Caroline n'a pas su quoi répondre. Le docteur Rivera s'est penché en avant. Auriez-vous appelé Serena, si la vidéo n'était pas devenue virale? Silence. Je ne sais pas, a dit Caroline. Probablement pas aussi vite, a admis Raymond. Donc, votre motivation pour réparer la relation, ce n'est pas la culpabilité d'avoir fait du mal.
C'est l'embarras d'avoir été exposé au grand jour. Le rire amer de Serena a résonné. Bien sûr que c'est ça. Ils s'en fichaient que je marche seul. Ce qui les importait, c'est que 28 millions de personnes m'ont vu marcher seul. Ce n'est pas juste, a dit Caroline, sur la défensive. Juste? Le ton de Serena s'est durci. Vous voulez parler de justice? Le docteur Rivera a levé la main. Caroline, pouvez-vous assumer vos responsabilités, sans vous chercher d'excuses? Silence. Je vais vous demander de faire quelque chose de difficile. Présenter des excuses. De vraies excuses. Pas de mais, pas de nous pensions, juste une prise de responsabilité. Caroline a essayé. Serena, je suis désolé de ne pas être venue à ton mariage. Je suis désolé d'avoir jugé Nathan. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Une pause. Mais. Pas de mais, a dit le docteur Rivera. Caroline a recommencé. Je suis désolé. Elle s'est effondrée en pleurs. C'était au tour de Raymond. Je suis désolé. J'avais tort. J'ai laissé ma fierté me contrôler, et j'ai manqué le jour le plus important de ma fille. Serena l'a regardé. Savez-vous au moins quel jour c'était? Quelle date? Raymond a paniqué. Le 28 mars. Oui. Savez-vous à quelle heure? Ce que je portais? Qui était là? Non. Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas le droit de vous en soucier, rétroactivement. La séance s'est poursuivie pendant 90 minutes. Le docteur Rivera a donné des devoirs à faire à la maison. Raymond et Caroline devaient écrire des lettres, séparément, à Serena et à Nathan, expliquant leurs préjugés, s'excusant sans se défendre, décrivant les changements de comportement qu'ils comptaient adopter, le tout, à rendre avant la prochaine séance, le 24 mai. Ils ont accepté, et sont sortis séparément. Sur le parking, Caroline s'est tournée vers Raymond. Nous avons vraiment tout gâché. Je sais. 6 semaines après le mariage, au début du mois de mai, la vie prenait une nouvelle tournure. Nathan et Johanna s'étaient rencontrés 4 fois, toujours au même Dunkin' Donuts. Un rituel commençait à se former. Leur conversation devenait plus facile, toujours sur la réserve, toujours douloureuse, mais moins à vif. Le 12 mai, 4e rencontre. Johanna avait apporté un album photo. Nathan bébé, bambin, jeune enfant, avant le chaos. C'était ton 2e anniversaire, a-t-elle dit en montrant une photo. Du gâteau au chocolat, plein le visage. Nathan a regardé fixement la photo. Je ne me souviens pas de ça. Je sais. Je t'ai volé ces souvenirs. C'est vrai. Une pause. Mais, merci de me les montrer maintenant. Est-ce que je peux le garder? L'album? Le visage de Johanna s'est décomposé. Il est à toi. Il l'a toujours été. Les parents de Serena ont assisté à leur 2e séance de thérapie. Ils ont apporté leurs lettres de devoir. Le docteur Rivera les a lues à haute voix. Elles étaient meilleures, plus honnêtes, moins défensives. Je pensais que le fait que Serena épouse un électricien signifiait qu'elle se contentait de moins. Je réalise maintenant que je projetais mes propres insécurités liées à ma classe sociale, sur son choix. Raymond, j'étais terrifié à l'idée d'être associé à un dysfonctionnement familial, parce que j'ai grandi pauvre, et que je me suis battu si dur pour m'en sortir. J'ai puni Nathan pour quelque chose que sa mère a fait, et non pour ce qu'il est. Caroline, des progrès lents, mais hésitants. Le 15 mai. Brunch avec les parents de Serena, dans un restaurant neutre. Gênant. Raymond et Caroline en faisaient trop. Posant des questions superficielles, évitant de creuser. Nathan a parlé directement. Je sais que vous êtes désolé. La question est de savoir si vous l'êtes assez, pour changer réellement. Silence. Serena a mis fin au repas. J'ai lu vos lettres. Elles étaient meilleures. Plus honnêtes. Donc, nous pouvons essayer à nouveau. Lentement. Très lentement. Caroline avait l'air pleine d'espoir. Donc, nous pouvons. Serena l'a interrompu. Vous êtes en période de probation. Minimum 6 mois. Vous vous présentez quand je vous le demande. Vous partez quand je vous le demande.
Et vous regagnez ma confiance par des actes, pas par des mots. Le 18 mai. Soirée, sur le port de Providence. Nathan, Serena, Johanna, et Tim. C'était la première fois que Tim rencontrait Nathan. Ils ont marché au bord de l'eau, des tasses de café à la main, échangeant des conversations informelles, sur des sujets légers. Le temps, le travail d'entrepreneur de Tim, les clients de Johanna. Ta mère parle de toi, tous les jours, a dit Tim à Nathan. Et ce depuis des années. Ça a dû être agaçant. Tim a ri. Non. Ça voulait dire qu'elle n'avait jamais abandonné. Johanna a regardé Nathan. Tim a été patient avec moi. Avec ma culpabilité. La culpabilité est une bonne chose, a dit Nathan. Ça veut dire qu'on se soucie de l'autre. Alors que le soleil se couchait, Tim a proposé de prendre une photo. Nathan, Serena, Johanna.